Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est vrai que nous sommes des êtres limités, mortels, mais nous avons aussi la capacité extraordinaire de pouvoir penser le monde, concevoir le monde de manière rationnelle, mais aussi et surtout le redéfinir, le composer ou même le transformer grâce au pouvoir de notre imagination. Sans imaginaire, sans doute pas d'amour, ni d'art et encore moins de transcendance. Alors est-ce que l'imaginaire, c'est le propre de l'homme? Et est-ce que le monde de demain dépend de notre capacité à l'imaginer aujourd'hui? Regardez ce reportage d'Alain Hugui, on en parle juste après. Juin 1971. La régie finale de la télévision suisse romande interrompt ses programmes. Flamand et ensuite... Le public afflue de toutes parts. Quant à moi, j'ai pu m'approcher un peu plus qu'avant de la chose, de cet engin qui s'est posé. Un quart de télévision retransmet des images en direct. Le sommet d'une coupole, elle est blanche. Un objet volant non identifié vient d'atterrir dans la campagne genevoise. Vague ronron, une modulation qui en émane sporadiquement. Le journaliste François Anderlin suit les opérations minute par minute. La liaison semble de plus en plus difficile dans la mesure où il s'approche de l'engin. Mais c'est pas dangereux ? En fin de programme, la supercherie est révélée. Cette émission de télévision ne repose sur aucun fait réel. C'est dans l'imaginaire de l'équipe du réalisateur Jean-Claude Deschamps qu'est née cette habile mise en scène. Une véritable démonstration du pouvoir de l'imaginaire. Le pouvoir est énorme parce que il faut se rendre compte, les informations des organes sensoriels, ils ne sont pas si précis, ils sont souvent ambigus. Et pour avoir une perception claire qui est précise, il faut qu'il y ait des mécanismes qui font du sens de ce qui arrive des organes sensoriels. Et ça, déjà à ce stade très élémentaire, très basique, l'imagination joue un rôle. À l'université de Berne, les équipes du professeur Mast explorent le moteur de notre imaginaire, le cerveau. Plusieurs expériences, dont ici un simulateur de mouvement, permet de mieux comprendre comment le cerveau humain perçoit ce qui l'entoure. On va regarder si le mouvement qui est congruent avec le mouvement mental que la personne fait, s'il y a un effet de congruence. Ça veut dire les gens sont plus rapides quand le corps bouge dans la même direction que la personne bouge son corps dans l'imagination. La congruence, autrement dit, la relation entre ce qui est pensé, imaginé dans le cerveau, et l'action restituée, le mouvement, dans cette expérience. Le monde dans lequel on se trouve maintenant, la perception qu'on a, vous et moi, dans cette situation actuelle, c'est pas basé sur les informations sensorielles seulement. Bien évidemment, il faut ouvrir les yeux, il faut avoir des informations, mais après, dans le cerveau, il y a beaucoup d'étapes qui font vraiment, qui permettent cette richesse de perception qu'on a. En art, tout est imaginaire, puisque la traduction 100% d'une réalité n'est pas possible et n'est pas intéressante pour un artiste. Donc il faut inventer un monde alternatif, un monde parallèle, qui n'est pas le monde réel, puisque le monde réel n'est pas appréhensible. Par leur créativité, les différents courants artistiques ne cessent de questionner notre perception du monde. Le mouvement dadaïste, par exemple, en rejetant tous les codes établis, a exploré de nouvelles formes d'expression. L'imaginaire y a été sollicité de multiples manières. Holaka holala, alago bum, lago bum, lago bum. Posso fataka, tudo budu 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 budu. Asaba tusa, asaba lusa, lusa lusa.
l'art, c'est la création d'un monde alternatif qui n'est pas une traduction du monde réel, qui d'ailleurs n'existe pas, puisque tout le monde voit une réalité différente, tout le monde voit un bleu ou un blanc légèrement différent. Donc c'est la création de quelque chose de différent de la réalité, donc ça relève forcément de l'imaginaire, et uniquement de l'imaginaire. La réalité virtuelle est un outil qui permet de mesurer le fonctionnement de notre cerveau, écrin de notre imaginaire. L'imagination, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que j'imagine un objet, une pomme, un lieu, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Quels sont les mécanismes derrière dans le cerveau, les mécanismes cognitifs qui nous permettent d'avoir ces expériences? Ici, on voit un scénario de la réalité virtuelle. Vous voyez en haut le sujet qui porte le casque et en même temps, elle se trouve dans un monde réel et dès qu'elle approche des objets, par exemple, les objets se comportent d'une manière bizarre. Par exemple, ils changent de couleur. Là, tout à coup, on se trouve au sommet de montagne et tout le sujet vraiment fait une exploration de cet environnement. Là, l'image, vous voyez, il y a de l'eau qui coule de l'image du lac. Vous voyez ici par terre. Et ça veut dire ici, on a créé des objets qui se comportent un peu comme des objets dans un rêve. Et là, on a vraiment recréé l'expérience d'un rêve dans une expérience de réalité virtuelle. C'est vraiment le pouvoir de cette technologie qui peut créer des environnements, des mondes qui n'existent pas, mais c'est quand même très bien contrôlable par un expérimentateur. Le pouvoir de l'imagination, c'est vraiment de combiner les informations qu'on a. Donc, on a toujours, avec l'expérience, on a stocké des informations dans la mémoire, mais dans l'imagination, c'est que le grand avantage de l'imagination, c'est qu'on peut recombiner tout ce qu'on a vécu pendant une vie. Et ça, c'est la source de la créativité. Et recombiner les composantes d'un vécu, c'est la spécialité du professeur Armin Schneider. Avec son équipe, il étudie le cerveau des personnes qui, suite à un choc, vivent dans un imaginaire décalé de la réalité. C'est ce que l'on appelle la confabulation. Confabulation, c'est juste un terme qui a été introduit il y a une centaine d'années et qui a été défini comme la survenue de souvenirs d'événements qui en réalité n'ont jamais eu lieu. Typiquement, ces personnes croient qu'ils ont des obligations professionnelles ou qu'ils ont des obligations familiales. Ils veulent quitter le service dans la conviction absolue qu'ils ont ces obligations. C'est comme nous avons une perception immédiate de la réalité, ces personnes ont leur propre réalité. L'électroencéphalographie permet de monitorer l'activité neurophysiologique d'une personne. Cette technique mesure le signal électrique produit par les neurones lors de transmission d'informations, milliseconde par milliseconde. Avec 128 électrodes en haute densité, on enregistre l'activité électrique du cerveau à la surface du crâne. Ça permet de dire quand le cerveau gère une certaine information, et ça on peut dire en millième de seconde, pour déterminer à quel moment le cerveau fait un certain processing d'information et quelle région du cerveau s'active. La structure complexe de notre cerveau peut renfermer plusieurs milliards de neurones. Des fibres protoplasmiques permettent à ces cellules de communiquer entre elles et de transmettre des influx nerveux, autant de potentiels d'action. Des actions qui, selon les contextes, selon les individus, se concrétisent sous les formes les plus diverses dans la société humaine. Les plus beaux de nos rêves naissent d'abord dans l'imaginaire. Le combat politique de Martin Luther King en est un exemple significatif. With its governor
c'est la première fois qu'on avait un pasteur avec cette intelligence qu'il avait et cette audace de faire les choses, mais sans le poigne. Et c'était ça la différence, sans prendre le fusil. Jean a grandi aux États-Unis. Elle se rappelle très bien de l'impact des paroles de Martin Luther King dans son combat contre la ségrégation raciale. Quand il a dit « rêver », King a ouvert nos esprits pour dire « mais tu peux faire quelque chose ». Le souffle de liberté a ouvert la tête. Une ouverture d'esprit, quand l'imaginaire fait place à l'action. Bonjour Alexandrine Schnivin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et professeur de philosophie à l'Université de Lausanne. Alors on l'a vu dans le reportage, cette capacité, cette faculté d'imagination qui nous permet peut-être de rêver, d'imaginer les mondes de demain, etc. Toutes sortes de choses. Est-ce que pour la philosophe que vous êtes, cette faculté-là, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain ? Alors, je dirais que ça fait partie de notre être humain, mais ça ne nous caractérise pas complètement. Parce que, par exemple, un philosophe antique comme Aristote pensait que les animaux peuvent aussi imaginer des choses. Donc, ça serait plutôt quelque chose qui est un peu un intermédiaire entre la perception et la pensée. Donc, ça enrichit notre être, mais c'est peut-être pas la chose unique propre à l'homme. Ça veut dire quoi, ça enrichit notre être ? Je pense que l'imagination, elle a ça de totalement fabuleux, qu'elle permet à la fois, c'est une faculté déjà, donc c'est quelque chose qui s'appuie sur des perceptions réelles, mais après, elle peut produire toutes sortes de choses. Et ça, c'est quand même un enrichissement incroyable, de ne pas rester juste sur ce qui est, mais pouvoir produire encore du potentiel en plus. Bonjour Frédéric Peters. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dessinateur et auteur culte de bande dessinée et vous êtes la preuve vivante qu'on peut vivre de sa création. Vous le faites depuis plus de 20 ans. Alors le succès est venu avec Pilule bleue il y a à peu près 20 ans. Vous parliez de votre intimité aujourd'hui avec ce livre-ci, Oleg, qui est sorti cette année, en début 2021. Vous dessinez au fond un alter ego qui pense le monde et qui fait preuve de perplexité face à l'ère du temps. Quel rapport, au fond, vous, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur de bande dessinée, vous entretenez avec l'imaginaire ? Un rapport compliqué, obsessionnel, distancé. Non, mais moi, j'ai de la peine à comprendre exactement qu'est-ce que ça définit, en fait. Moi, je ne vis pas vraiment ça comme ça. C'est-à-dire que est-ce que dessiner, ça vous permet peut-être de donner du sens avec ce que vous vivez ? Parce que je parlais de Pilule bleue, cette bande dessinée où vous parliez de votre intimité, mais il y a aussi d'autres bandes dessinées comme Saccage, où vous inventez des mondes complètement oniriques. Est-ce que l'un ou l'autre vous permet peut-être de donner du sens à votre quotidien, à votre vie ? Je dirais déjà il y a un premier paramètre dans tout ça, c'est le plaisir, la jubilation, c'est-à-dire de fabriquer des choses. Il y a un autre mot, par exemple, que moi j'emploie souvent, beaucoup plus que imaginaire ou imagination, c'est la rêverie. Pour moi, en fait, peut-être que, puisque tout ça, moi, c'est encadré par le travail, en fait, que ça, c'est mon travail quotidien, peut-être que ce que moi, je pourrais appeler l'imaginaire ou l'imagination, c'est plutôt une façon d'organiser la rêverie pour la rendre lisible, transmissible à travers un système de code, c'est-à-dire écrire une histoire, écrire un scénario, le rendre... Oui, c'est ça, lisible par un lecteur ou visible par un spectateur de film, par exemple. C'est tout un processus de travail. Ça s'apprend, quoi. C'est de la sueur ? Ah non, mais c'est pas le travail de la souffrance. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien de magique là-dedans. Pour moi, la dimension magique, c'est plutôt celle de la rêverie, c'est-à-dire celle qui va faire surgir des sortes de visions ou de sensations poétiques. Et ensuite, ce qu'on pourrait appeler le travail de l'imagination, c'est de rendre tout ça
accessible avec un système de code, d'écriture. Il y a une marche à suivre, si on veut. On ne peut pas, comme ça, mettre un tuyau dans ma tête et faire sortir de la rêverie pour qu'elle soit accessible à quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Donc, moi, mon travail, c'est toutes les étapes intermédiaires, en fait. Alexandrine Schneewin, on l'a vu dans le reportage, le professeur Mast de l'université de Berne disait finalement que l'imagination jouait un rôle clé dans notre vie à tous, qu'on soit comme Frédéric Peters, un artiste, ou qu'on soit un anonyme. Vous êtes aussi psychanalyste, je l'ai dit. Pour vous, au quotidien, cet imaginaire, cette faculté d'imagination joue quel rôle? Alors, peut-être déjà, je pense qu'il faut un tout petit peu distinguer imagination et imaginaire. Parce que justement, il y avait aussi dans le film, on voyait qu'il y a un petit flou là-dessus. Je pense que l'imagination, c'est vraiment notre activité individuelle. C'est la faculté créatrice. On est en train de fabriquer des choses. Et l'imaginaire, c'est quelque chose de beaucoup plus collectif. C'est quelque chose que, je ne dirais pas qu'on l'hérite, mais on vit dedans. Individuellement, familial, culturel, c'est de plus en plus large. Et après, c'est la question comment les deux se rejoignent. Comment est-ce que mon imaginaire est le vôtre, est-ce qu'il y a des points communs, puis il y a des points individuels. Et dans notre quotidien, ça va être ça, c'est-à-dire comment est-ce que je peux activer mon imagination, qui est active, avec ce côté peut-être parfois plus passif de l'imaginaire, qui repose en moi de façon inconsciente souvent, où je ne vois même pas les codes culturels, sociologiques que j'ai intégrés. Et puis, dans l'idéal, c'est quand on arrive à ce que les deux se rejoignent. Peut-être justement, quand vous faites un travail actif de création, c'est là que les deux se rejoignent. Justement, Frédéric Peters, pendant que je vous pose cette question, on va voir certaines images de votre travail, mais je parlais tout à l'heure de cette bande dessinée qui s'intitule Saccage, qui est sortie en 2019, qui était extrêmement colorée, extrêmement onirique. J'ai présenté la couverture de votre dernier livre, Oleg, qui est une bande dessinée qui est en noir et blanc, beaucoup plus intime, avec votre alter ego, cet alter ego-là, Oleg. Vous, au quotidien, vous disiez, c'est mon quotidien, mais il y a l'idée aussi de rituel, où il y a peut-être l'idée d'une peur de la page blanche, qu'on ne puisse plus convoquer ou domestiquer cette rêverie dont vous parliez tout à l'heure. Peut-être que si j'y pense, je vais faire apparaître... Non, mais j'y pense pas, moi. J'ai plutôt des angoisses inverses, c'est-à-dire que la vie est trop courte pour raconter ce que j'ai envie de raconter. Donc moi, j'ai pas le... Non, non, c'est intéressant ce que vous dites. Ouais. C'est vrai, l'imaginaire comme collectif. Puis ça me fait penser à deux choses. Moi, j'essaie de toujours être un petit peu attentif à ce qui pourrait apparaître de nouveau dans l'imaginaire collectif. Et je suis obligé de me confronter à une fabrication exponentielle d'imaginaire, c'est-à-dire de matière fictionnelle, à travers les nouvelles technologies. Et donc, ce qui morcelle l'imaginaire commun, c'est ça qui me fait un peu peur en ce moment. C'est-à-dire que on pourrait même prétendre que les religions des temps passés étaient une sorte d'imaginaire commun, mais alors là, au moins, il y avait un dogme, tout le monde parlait exactement de la même chose et tout le monde avait ça en commun. Là, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, il va y avoir un jeu vidéo par personne, une série télé par personne, ce qui fait que on n'a jamais vu les mêmes choses, on n'a jamais lu les mêmes choses. L'imaginaire commun a tendance à s'effilocher. Et du coup, même l'imagination, vous disiez, ouais, on crée des choses avec sa propre imagination. Alors, justement, Saccage, ce qui était intéressant, c'était qu'en fait, je me demande à quel point on crée réellement des choses. Et si en fait tout ça n'est pas plutôt un processus de redigestion. Au moment où je faisais Saccage, moi j'avais l'impression que mon cerveau c'était un peu comme un mixeur pour faire le jus de fruits du matin, vous voyez, puis qu'on mettait plein de choses dedans, c'est-à-dire de la peinture, des angoisses contemporaines, des vieilles références religieuses, des séries télé, tout ce que vous voulez, et puis ensuite on laisse reposer tout ça selon le processus du rêve, c'est-à-dire que le cerveau fait le tri, il connecte des choses qui n'ont rien à voir et fait apparaître de nouvelles choses. Est-ce que c'est réellement de la création ? Oui, il y a toujours une dimension un peu chamanique quand on parle à des gens comme moi. On dit, c'est comme si on était connecté à une espèce d'arrière-monde. On aurait des antennes que les autres n'ont pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, on a décidé de consacrer sa vie à ça. Et du coup,
moi, mon cerveau n'est pas... vous voyez, j'ai pas des problèmes de cours présentiels ou distanciels, j'ai pas de patron, j'ai pas de hiérarchie, j'ai pas de problème quotidien à régler de ce type-là. Donc, en fait, mon cerveau ne fonctionne que dans une espèce de filtrage permanent de référence, quoi. Alexandrine Schneewin, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut rebondir sur ce qu'a dit Frédéric Peters, mais peut-être je vais rebondir d'abord sur la question de la religion, la question d'un rapport à Dieu. Est-ce qu'au fond, l'imaginaire est partie prenante dans cette relation-là ? Alors, je pense l'imaginaire et l'imagination, parce qu'il y a vraiment une dimension métaphysique, parce que d'une part, il y a le divin qui reste dans la plupart des religions quelque chose d'absolu, qu'on peut difficilement approcher avec la pensée même, donc de suprarationnel. Donc ça, il y a une sorte de concordance là-dessus. Mais après, il faut bien trouver un moyen pour s'en approcher quand même. Et là, on voit que l'imaginaire et l'imagination, par exemple, Henri Corbin a parlé de l'imagination créatrice dans le domaine métaphysique. C'est-à-dire, il a montré comment, par exemple, dans la philosophie arabe et persane, il y a plein d'images, de métaphores, de symboles, et ça on le voit dans toutes les religions, qui nous permettent, au fond, de penser à l'impensable de manière imagée. Et là, on voit la racine étymologique de l'image. Et même quand on parle des anges ou du paradis, c'est imagé. Et au fond, on est censé savoir que c'est qu'une image. Et donc, je pense que c'est très important, quelque part, comme support, et donc sur un plan métaphysique religieux, mais bien en deçà, peut-être, aussi pour d'autres domaines. Mais si on ramène ça, ce que vous venez de nous dire, Alexandrine Schneewin, presque sur la Terre, et qu'on parle de politique, est-ce que sans images, ou sans peut-être concevoir un monde nouveau, concevoir un lendemain, alors il n'y a pas de révolution possible ou oui, alors je pense que justement, là, il y a l'imaginaire. Alors, même si on pense aux utopies, Platon, l'utopie qu'il a pu créer de la cité idéale, il pense d'une part lui-même comment devrait être ce monde pour qu'il soit parfait, qu'il soit juste. Et après, il imagine en grand détail comment former toute la population pour qu'ils aient un imaginaire commun. Donc, il faut que raconter certaines histoires, écouter certaines musiques. C'est très intéressant. Donc, il y a vraiment cette idée, ça marche seulement si tout le monde adhère à un imaginaire commun. Ça, on peut trouver dans différentes sociétés, alors avec tous les risques que ça compose. Mais peut-être que d'une façon moins dogmatique, il faut quand même un noyau commun, un imaginaire commun pour imaginer un lendemain. Mais Frédéric Peters, vous aviez peur d'un morcellement d'un imaginaire commun, mais si on repart sur votre travail, sur vos bandes dessinées, sur par exemple un univers comme celui de Saccage, qui est plus SF, plus science-fiction, est-ce que dessiner des alternatives possibles, c'est politique ? Alors là, je suis désolé, j'arrive avec un esprit de contradiction. Mais oui, avec plaisir. Non, moi, ce qui me frappe, en grand amateur de science-fiction, puisque moi, j'ai ma culture d'ado, c'est une culture de geek, donc c'est vraiment la culture de SF. Ensuite, j'ai poursuivi en lisant de la littérature SF. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 1950, on décrit des futurs qui ne font envie à personne, qui sont des futurs apocalyptiques où les gens sont enfermés dans des pièces où tous les murs sont des écrans, comme dans les romans comme dans Fahrenheit 451 de Bradbury, ou même des trucs de très très pop culture comme les films Terminator dans les années 80, vous voyez. Et pourtant, tout cet ensemble d'imaginaires communs qui devraient fonctionner comme des feux rouges, comme des drapeaux rouges, donc qui pourrait servir à construire par la négation une sorte de futur humain qui fait envie, et bien pourtant on ne cesse d'appliquer à la lettre toutes les choses abominables qui ont été prédites par les romans de science-fiction. Donc, vous voyez, l'idée que l'imaginaire servirait à construire un futur merveilleux. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je voulais dire plutôt, c'était est-ce qu'il y a une part de subversion dans l'imaginaire ?
Alors cette fois, je vous pose la question à vous, Alexandrine Schneemann. Il peut y en avoir, je dirais. C'est ça qui est formidable avec l'imaginaire, c'est qu'il n'y a pas une seule direction. Ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans un sens, justement, qui est subversif. Ça peut être dans un sens peut-être très conservateur, si on veut manipuler même une population. Oui. Et puis, il y a peut-être aussi le risque que ça nous échappe, que quelque chose dans l'imaginaire est justement peut-être ce morcellement. Hein, quand on voit un peu aussi tous les films, les jeux vidéo, etc., moi, parfois, quand j'en vois, je me dis, mais au fond, il y a tout un arrière-fond qui est tellement truffé de choses tellement complexes et variées. Et qu'est-ce qu'on peut encore en comprendre? Et quel résultat est-ce que ça va donner? Et trouver quelque chose de commun? C'est là que parfois, on peut se dire, qu'est-ce que je ne saurais pas dire maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore de commun? Et peut-être que c'est ça un peu la... Ça rejoint ce que vous disiez. C'est ce que j'ai peur de voir. Enfin, si je fais un effort de lucidité, je vois parce que j'ai de la peine à avoir des références culturelles communes avec à la fois mes parents et mes enfants, par exemple, ou même des gens de mon âge, mais qui sont dans des milieux culturels totalement différents. Alors, on va terminer sur l'amour. Dans votre BD, Pilule bleue, que j'ai évoqué il y a quelques instants, qui est paru en 2001, il y a 20 ans, vous parliez d'une histoire d'amour, d'une intimité. Est-ce que, et c'est une question un petit peu étrange, mais est-ce qu'on peut se dire que sans imagination, sans imaginaire, pas d'amour possible? Ouais, ça dans votre présentation, c'était la chose qui m'a le plus stimulé. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que probablement que ce serait le romantisme, ce qu'on pourrait appeler le romantisme. Effectivement, oui, c'est-à-dire qu'on se construit une image d'une relation, on se construit une image de l'amour. Et ensuite, on essaye de faire coller la réalité à l'image qu'on a imaginée, quoi, pour le coup. Et d'ailleurs, on a tous vécu ça, c'est-à-dire que si on a une relation très intense, amoureuse avec quelqu'un, on a l'impression que cette personne est une sorte d'idéal et qu'elle correspond à une sorte d'idéal. Puis s'il y a séparation et qu'on la revoit 10 ans plus tard, on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien... Mais qui étais-je? Qui était cette personne? Oui, mais c'est même toute la question du rapport qu'on a au réel en général, pas qu'à l'amour, en fait. Mais on doit s'arrêter là déjà. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Et quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux et à l'adresse fautpascroire@rts.ch.